Votre nouveau rendez-vous Flux Libre vous est proposé par Suzuki. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile. Le Salon automobile de Lyon présente Flux Libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de Flux Libre. Une coproduction et une co-réalisation signée avec Ludovic Tichit. Je suis Laurence Perrault et je suis ravie de vous accueillir. Au programme, je vais vous proposer de vous regarder bien en face et de vous poser cette question: êtes-vous encore vraiment apte à conduire ? Réflexe, vue, cerveau, le Dr Richter brise le tabou des capacités au volant et c'est en exclusivité pour Flux Libre. Puis Alexandre Lenoir prend la route pour tester une nouvelle voiture. Dans notre grand entretien, nous irons au Plessis-Robinson rencontrer Karine Bonnet, la présidente de Dekra Automotive. Il sera donc question de contrôle technique. Et nous terminerons avec une parenthèse étoilée. Notre escapade s'arrête à la Côte-Saint-Jacques, à Joigny. Allez, vous me suivez ? On boucle les ceintures et c'est parti, en flux libre. Flux Libre avec Suzuki. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Saviez-vous que chaque année, des milliers de conducteurs perdent leur permis pour des raisons médicales ? Alors que ce soit à cause d'un problème de vue, d'un trouble cognitif ou d'une maladie chronique, l'aptitude à conduire ne va pas toujours de soi. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Richter. Bonjour docteur. Bonjour. Président du syndicat des médecins agréés pour le contrôle médical d'aptitude à la conduite. Quels conseils me donnez-vous avant que je démarre ma voiture au moment où je m'assois au volant ? Alors, quand je m'assois au volant, il faut savoir si je suis capable de m'asseoir déjà, premièrement. Si je n'ai pas de problème avec mes membres inférieurs, mon bassin, mes hanches, etc. Deuxièmement, quand je suis au volant, je dois me dire, est-ce que je vois clair ? Est-ce que je n'ai pas bu 4 verres d'alcool ? Est-ce que je n'ai pas pris un joint ? Est-ce que j'ai bien mes 2 mains qui fonctionnent, mes 2 pieds, mes 2 chevilles qui fonctionnent bien ? Dans ce cas-là, si tout va bien, que je ne suis pas attiré par autre chose, je peux conduire. Sinon, je me pose la question, je ne conduis pas. Quelles sont, docteur Richter, les aptitudes indispensables pour conduire en toute sécurité ? Une bonne mobilité, un examen neurologique normal, pas de problème physique. Du type ? Paralysie, fracture, plâtre, tout ce qui empêche la mobilité des 4 membres. La vue ? Il faut une vue impeccable, puisqu'on a des normes pour la vision, qui sont conducteurs qui a un permis du groupe 1, léger, les voitures. Il faut avoir au minimum 5/10 en acuité binoculaire. Binoculaire, c'est-à-dire les 2 yeux réunis. Il faut au minimum 5/10, corrigé ou non corrigé. Et 5/10, ça paraît faible pourtant. Ça paraît faible. Alors ça a été réformé en 2017 de mémoire, parce qu'avant c'était un peu plus strict. Si vous voulez, ils ont un peu élargi, parce qu'on estime les panneaux sont assez lumineux, sont assez grands, les pancartes sont correctement mises sur les bords de route, ce qui fait qu'on arrive quand même à bien lire les panneaux. La vision nocturne, c'est la même chose ? La vision nocturne, pas du tout. C'est un peu plus compliqué à interpréter, parce qu'en fait c'est subjectif. Alors, c'est pas évident qu'une personne vous dise « je vois mal la nuit », etc. Donc, les médecins agréés que nous sommes, quand nous examinons des usagers comme ça, nous pouvons limiter la conduite à la journée. Moi, je pose la question, est-ce que vous voyez bien la nuit ? Alors, la plupart des gens vous diront oui. Puis, il y a des gens qui sont honnêtes, qui vous disent « le soir, docteur, quand je conduis, je suis un peu embêté parce que je vois moins, les phares me gênent, etc. » Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on peut se poser des questions. Et on a possibilité, quand on examine ce type d'usager, d'empêcher la conduite nocturne. C'est-à-dire interdire la conduite entre le coucher du soleil et le lever du soleil. C'est déjà arrivé ? Oh, ça m'arrive régulièrement, bien sûr. Parlons de l'audition, important. La Bible des médecins agréés interdisait auparavant, avant 2022, interdisait à un sourd profond de conduire un véhicule du groupe lourd, c'est-à-dire des camions, etc. Cette interdiction a été levée moyennant des adaptations du véhicule, avec des prothèses s'il y en a besoin. Un sourd profond, malheureusement, il n'est pas adaptable, et avec des aménagements, des rétroviseurs bilatéraux, etc. Donc tout ce qui permet d'avoir une bonne vision de tout ce qui se passe autour de soi. Je voudrais qu'on fasse une pause sur tous nos amis qui sont atteints d'un handicap. Selon le handicap, on a une Bible. La Bible, c'est un arrêté qui est paru au Journal officiel le 3 avril 2022, qui est notre référence avec toutes les pathologies qu'on peut rencontrer, qui permettent à un médecin agréé de délivrer une aptitude ou une inaptitude à la conduite. Ces pathologies sont classées. Une sclérose en plaques, par exemple, démarre jeune, comment il va évoluer ? Donc si vous laissez un usager qui a une sclérose en plaques, c'est triste, bien sûr, mais si vous le laissez conduire sans le surveiller, on ne peut pas savoir, il peut être dangereux à partir d'un certain nombre d'années d'évolution. Donc si vous voulez, il faut qu'il soit vu régulièrement. Donc c'est pour ça que cette Bible nous permet, nous médecins agréés, de prendre des décisions en fonction de la capacité physique et cognitive des usagers qu'on examine. Vous, docteur Dominique Richter, vous qui êtes président du syndicat des médecins agréés pour le contrôle médical d'aptitude à la conduite, quels sont les types de problématiques que vous avez rencontrées et qui vous ont peut-être d'ailleurs le plus bousculé ?
Alors, ce qui m'a bousculé, c'est les problèmes neurologiques. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies neurologiques qui sont en développement. On parle de la maladie d'Alzheimer, des mamas, etc. Mais Des mamas? les maladies d'Alzheimer et maladies assimilées, quoi. Donc, effectivement, toutes ces pathologies peuvent entraîner des complications pour la conduite. Je suis très partisan de sensibiliser, le public à l'aptitude médicale, et surtout les médecins. Tous les médecins qui ont des patients dans leur patientèle qui présentent un trouble, le médecin devrait se poser la question quand il voit son patient, est-ce qu'il est capable de conduire ? Alors c'est vrai que les médecins ne sont pas formés pour ça, parce que dans les études de médecine qui sont longues, on n'a pas encore introduit la notion de sécurité routière. C'est un grand dommage, j'aimerais bien que ce soit fait, qu'on puisse inculquer aux jeunes médecins en devenir une notion sur la sécurité routière et ce qu'il faut faire. La pathologie qui m'a le plus, pas perturbé, mais qui est la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle. J'ai fait diagnostiquer des hypertensions chez des usagers que je voyais qui n'étaient pas du tout conscients qu'ils étaient hypertendus. Comment ça se passe ? L'examen médical que je pratique vous permet des fois de trouver des chiffres anormalement élevés de tension artérielle. Ok. Moi, je suis médecin, je suis un peu strict. C'est-à-dire que je ne me contente pas du chiffre que je constate. Je demande à cet usager d'aller voir son médecin traitant pour faire un bilan. Eh bien, une fois sur deux, il revient avec un courrier. Et souvent, d'ailleurs, quand je leur donne un permis limité, ils reviennent en me disant « Docteur, merci ». En quoi cette tension ? Parce qu'on a des chiffres qui interdisent la conduite à partir de Je voudrais savoir. 180-110. Alors attendez, prenons le temps. Je suis hypertendue. Oui, traité ou non traité. Non, je suis pas hypertendue en vrai, mais je prends le cas de quelqu'un. Vous parlez d'un usager. Non, prenons les choses les unes derrière les autres. Vous constatez que votre patient est hypertendu. Qu'est-ce qui va se passer dans sa conduite ? Pourquoi c'est un risque de le laisser conduire ? Parce que l'hypertension est la source des AVC et des problèmes cardiovasculaires. Vous avez un hypertendu qui a une tension artérielle à 200-110, qui peut très bien péter un vaisseau dans son cerveau, dans ses artères cérébrales, entraîner un accident vasculaire cérébral et au volant, malheureusement, c'est dramatique. Est-ce qu'il y a d'autres maladies chroniques qui sont à risque à la conduite ? Tout ce qui est neurologique, l'épilepsie, les syncopes, les maladies de Ménière, des tas de maladies qui entraînent des pertes de conscience, pertes de connaissance brutales. Le diabète. Pourquoi le diabète ? Parce que le diabète est susceptible de donner des hypoglycémies ou des hyperglycémies qui peuvent entraîner un coma ou une perte de connaissance. La perte de connaissance est la première cause de ces troubles médicaux. Je ne parle pas de l'alcool et des stupes. Donc c'est pour cela que vous faites appel à tous les médecins traitants en disant si vous avez dans votre patientèle des personnes qui sont ou touchées par une maladie neurologique ou par une problématique de diabète et autres, il faut d'abord sensibiliser, j'imagine, dans un premier temps, le patient lui-même. Complètement. Lui conseiller d'aller voir un médecin agréé s'il a une de ces pathologies. Comment faire ? Par exemple, je suis atteinte d'un diabète qui évolue malheureusement pas très bien. Est-ce que le rôle de mon médecin traitant n'est pas de me dire « je vous envoie voir un médecin agréé pour la conduite, je ne peux pas vous laisser comme ça tout seul dans la nature ». Alors, le rôle du médecin traitant, premièrement, c'est de traiter le diabète et d'essayer de corriger les anomalies. Deuxièmement, il ne peut pas l'envoyer voir un médecin agréé, il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut que lui conseiller. Oui, bien sûr. Il lui conseille, ce que je dis toujours à mes confrères, notez-le dans votre dossier médical. En cas d'accident, vous direz, j'ai prévu l'usager. Après, l'usager, il fait ce qu'il veut. Le conducteur, s'il ne veut pas aller voir un médecin, c'est son problème à lui. Ce n'est pas le problème de la société. Le problème, c'est que ça risque d'entraîner un accident. On a vu que ce qui peut entraver les aptitudes à la conduite, il y a certaines maladies. Est-ce que certains médicaments... Complètement. Lesquels ? Tout ce qui est la classe des psychotiques, certains antidépresseurs. Il y a une classification qui a été faite par la ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments, qui a classifié les médicaments en 3 classes. Les pictogrammes sur les boîtes de médicaments, pictogramme jaune, orange et rouge. Quand vous avez un pictogramme rouge, ça veut dire interdiction de conduire. Et je recommande, moi, à mes confrères médecins qui prescrivent les médicaments, quand il y a un pictogramme rouge sur la boîte de médicaments, ils doivent mettre en dessous interdiction de conduire. D'accord. On n'a pas le droit de conduire quand on prend du Stilnox, par exemple, c'est pictogramme rouge. Et le médecin a un rôle, le pharmacien a un rôle, parce que lui, c'est lui qui délivre le médicament. Pictogramme orange, on peut conduire avec l'assentiment des professionnels de santé qui donnent des conseils. Nous sommes en plein dans la période des allergies. Les antithistaminiques peuvent-ils avoir un rôle sur la conduite ? Certains entraînent des troubles de la vigilance, bien sûr. D'accord. Oui, des phases d'endormissement. On va plonger dans le sujet de la vieillesse. Là aussi, nos aptitudes dégringolent. Je crois qu'il faut bien clarifier les choses. Les incidents de la conduite ne sont pas liés à l'âge, ils sont liés aux pathologies qui, malheureusement, avec l'âge, évoluent et progressent. Ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vous êtes dangereux au volant. Si vous regardez les statistiques strictes et formelles de l'ONISR,
vous constatez que la mortalité liée à la conduite des personnes âgées n'est pas si élevée que ça. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans les pays étrangers qui ont introduit une visite médicale obligatoire à partir d'un certain âge, les statistiques de la mortalité ne montrent pas une baisse de la mortalité quand on fait une visite médicale. Donc, si vous voulez, la France s'oriente vers un auto-questionnaire ou une auto-évaluation de l'état de santé qui devra être rempli loyalement. Je vais vieillir, j'ai un peu bêtement la sensation quand même que mes réflexes vont bouger, que ma vue va peut-être baisser, que mon audition également. Et ça, c'est normal pour vous, ça ne vous inquiète pas? C'est pas que ça m'inquiète pas, disons qu'il faut que les gens se prennent conscience eux-mêmes. Je vous disais tout à l'heure, quand on prend le volant, on doit savoir si on est apte à conduire. Donc quand on vieillit, si la vue baisse, on fait ce qu'il faut pour que la vue s'améliore. On a une cataracte, on va faire opérer la cataracte. Et puis vous récupérez une acuité visuelle qui vous permet de conduire. Donc si vous voulez, ça c'est aux médecins, c'est aux ophtalmos de le dire aux gens dans cette pathologie. Tout ce qui est neurologique, c'est pareil. Pour le diabétologue, c'est pareil. Je voudrais en revenir à votre rôle, docteur Dominique Richter. Bon, vous êtes président bien sûr du syndicat des médecins agréés pour le contrôle médical d'aptitude à la conduite et vous avez donc vous-même fait passer des contrôles médicaux. Quels sont les tests que vous faites passer? Comment est-ce que vous évaluez ces aptitudes à pouvoir récupérer un permis de conduire? On a l'examen clinique du médecin agréé qui fait un examen normal. C'est quoi un examen Un normal? examen normal, c'est prise de tension, auscultation cardiaque, auscultation pulmonaire, acuité visuelle, regarder le champ visuel, mesurer l'acuité auditive et surtout la neurologie, les réflexes, la sensibilité, le maniement des membres inférieurs, des chevilles, voir s'il n'y a pas de paralysie des pieds, par exemple, qui empêcherait le maniement des pédales, et bien entendu les membres supérieurs pour voir si les deux mains peuvent tenir le volant, pour que la pince soit fonctionnelle, pour que le volant on le tienne à 10h10. Vous cherchez pas la perfection quand vous allez redonner le permis à quelqu'un? Bien sûr que non. Il y a des gens qui ont des handicaps, on ne peut pas les empêcher de conduire, alors on les surveille. J'aimerais bien qu'on aborde le sujet alcool et stup, parce que moi, c'est un truc qui me perturbe beaucoup. Alors, je siège dans les commissions médicales. Commissions médicales, ce sont 2 médecins qui sont réunis sous l'égide du préfet. Donc le préfet impose des rendez-vous, des dates de rendez-vous dans un endroit, en général les préfectures, mais il y a des préfectures où ça se passe ailleurs. Ces médecins sont appelés par le préfet à examiner des usagers dont le permis a été suspendu, invalidé, annulé, suite à consommation alcool ou stupéfiant. Et malheureusement, on en a de plus en plus. C'est quand même la deuxième cause d'accident, c'est bien l'alcool au volant. Et surtout chez les 18-24 ans, où c'est Alors, la première cause de mortalité, toute mortalité confondue. L'alcool crée quoi quand j'ai dépassé le stade? Quand vous avez passé le stade, vous perdez complètement votre vigilance, vos réflexes, votre attention, et dans ce cas-là, vous perdez vos moyens de conduire. Autres stupéfiants? Alors tous les autres stupéfiants, c'est pareil. Le joint, la cocaïne, les amphétamines, l'opium, les médicaments à base d'opium, il y en a beaucoup sur le marché. Ça crée quoi? Ça vous crée un manque de discernement, une altération de la vigilance, de l'attention qui vous perturbe votre conduite. Protoxyde d'azote? Alors le protoxyde d'azote, moi ça me pose problème, parce que malheureusement, on ne décrit que les cas mortels. Ça fait quoi? Ça vous entraîne une espèce de... Vous êtes dans un nuage, vous êtes sur un nuage. Donc vous êtes au volant, vous prenez comme si vous étiez dans une fusée, puis vous appuyez sur l'accélérateur, vous avez perdu complètement toute notion du temps, de l'espace, ce qui fait que vous faites n'importe quoi au volant. C'est ça, et ça dure pas très longtemps. Pas très longtemps peut entraîner un accident. Pour conclure, il faut même, si on a l'impression que tout va bien, une fois par an, faire un petit bilan avec son médecin traitant? Ma conclusion, ce sera sensibilisation. 1, des usagers qui prennent le volant. 2, des médecins qui ont leurs patients. Alors, tout le monde n'a pas de médecin, c'est toujours pareil. Donc, effectivement, c'est bien aux usagers de faire attention quand ils sont au volant, de faire attention à être en état pour conduire. Merci beaucoup, Dr Richter. C'est moi qui vous remercie. Flux libre avec Suzuki. Êtes-vous apte à conduire? Oui? Alors on prend la route. Tiens, on va d'ailleurs passer de la théorie à la pratique et l'on suit Alexandre Lenoir pour son nouvel essai. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Et si la voiture électrique abordable, Laurence avait enfin trouvé la bonne formule. Depuis son arrivée en 2022, la MG4 s'est imposée comme une alternative sérieuse aux compacts électriques européennes, moins chères, bien équipées. Elle avait tout pour séduire, mais face à une concurrence de plus en plus affûtée, il fallait évoluer. C'est tout l'enjeu de cette version restylée 2026. Alors, qu'est-ce qui change vraiment ? À l'extérieur, ne vous attendez pas à une révolution. Le design évolue avec discrétion, des optiques redessinées, une signature lumineuse plus moderne, quelques ajustements à l'arrière, bref, un coup de frais plutôt qu'une refonte. La MG4 reste fidèle à son style dynamique et sans extravagance. En revanche, c'est à bord que la transformation est la plus nette. Fini les interfaces brouillonnes des débuts,
La Compact électrique adopte un nouveau système multimédia plus fluide, plus lisible. L'écran central de près de 13 pouces devient le cœur du véhicule, avec des menus mieux organisés et des fonctions plus accessibles. Les aides à la conduite, par exemple, peuvent être désormais regroupées en un seul profil personnalisé. Les matériaux progressent aussi, sans rivaliser avec les références premium, la qualité perçue montre clairement d'un cran, l'ensemble est plus cohérent, plus valorisant et ça se ressent dès les premiers kilomètres. Car oui, cette MG reste avant tout une voiture à conduire. Avec son moteur placé à l'arrière, elle conserve un comportement équilibré et agréable. Sur route, elle se montre saine, facile à prendre en main, avec une direction précise et un bon compromis entre confort et dynamisme. Même dans cette version d'entrée de gamme de 190 chevaux, les performances sont largement suffisantes au quotidien. Les accélérations sont franches, les reprises efficaces et le tout reste parfaitement maîtrisable. Autre point fort, l'efficience. Lors de notre essai, la consommation s'est établie à moins de 16 kWh au 100 km, sans effort particulier d'éco-conduite. Une sobriété qui permet de tenir les promesses d'autonomie jusqu'à 450 km en cycle mixte pour cette version. Et côté recharge, la MG4 suit le rythme, jusqu'à 154 kW en charge rapide, de quoi envisager sereinement les longs trajets, à condition bien sûr de planifier ses arrêts. Mais le véritable argument reste ailleurs, c'est bien sûr le prix. Affiché officiellement à un peu moins de 33 500 €, la MG4 bénéficie d'une remise importante, ce qui la ramène sous la barre des 28 500 €. À ce niveau-là, difficile de trouver mieux sur le marché. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, l'ergonomie demande encore un temps d'adaptation, certaines commandes restent mal placées et la finition, malgré les progrès, n'atteint pas encore les standards des modèles les plus haut de gamme. En clair, cet outsider d'hier est peut-être bien en train de devenir une référence. Flux libre avec Suzuki. Après ce test, place aux coulisses de la sécurité. Direction Le Plessis-Robinson pour rencontrer Karine Bonnet, la présidente de Dekra Automotive. On parlera donc de contrôle technique. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Imaginez que chaque décision prise ici a un impact direct sur votre sécurité dès que vous tournez la clé de contact de votre voiture. Bienvenue chez Dekra Automotive. Bonjour Karine Bonnet. Bonjour Laurence. Vous nous recevez ici à la Boursidière. On est au Plessis-Robinson dans le département du 92. Depuis quand vous êtes installée ici ? Nous sommes installés au Plessis-Robinson en 2020. Et vous, Karine Bonnet, en tant que présidente ? Eh bien, je suis chez Dekra depuis 2012, ça fait 14 ans. Je suis arrivée à la direction marketing et commercial, une fonction que j'ai créée sur le niveau commercial pour justement accompagner le changement des automobilistes avec la location longue durée. Donc, on a eu beaucoup d'accords nationaux. Et puis, peu à peu, j'ai pris des directions à la fois opérationnelles, direction générale adjointe sur l'ensemble du périmètre de nos affiliés de l'activité en propre. Combien de collaborateurs chez Dekra France ? Chez Dekra, tout en France, nous sommes 5000 collaborateurs. Et ensuite, sur l'activité automotive que je dirige, on est près de 900. Et après, on a tous les centres de contrôle technique en France, 1700, dont 330 qui sont des centres en propre, et les centres, ce qu'on appelle en affiliation sur l'activité de véhicules légers. Est-ce que toute petite, vous étiez déjà attirée par les milieux de l'automobile ou pas spécialement ? Pas spécialement attirée par le milieu de l'automobile, si ce n'est que ma maman a été pendant 30 ans assureur, très présente dans tout ce qui était le monde automobile et les rallyes, notamment tout ce qui était automobile sportif. Donc peut-être que ça m'a donné envie d'approcher ce milieu-là. Mais d'un point de vue professionnel, j'ai toujours exercé dans des milieux techniques. Mais par contre, avec Dekra, ça a été une rencontre de cœur, si je puis dire, puisqu'avec les valeurs que porte ce groupe, les valeurs qu'on porte avec nos collaborateurs sur l'ensemble de nos parties prenantes et des clients. Lesquelles ? Eh bien, c'est l'esprit d'entreprise, c'est justement être orienté client, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative et être orienté bien sûr sur la sécurité. Et comme on appartient à une association de transporteurs allemands, on n'est pas coté en bourse, on n'appartient pas non plus à des fonds de pension, quelle que soit leur origine. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent au sein du groupe Dekra, eh bien, c'est des gens qui sont vraiment partie prenante dans le métier de contrôle technique et bien plus la sécurité au quotidien de chacun d'entre nous. Alors en plus, c'est des valeurs aussi de mixité. Je rencontre un président qui est une présidente. Vous dirigez des milliers d'experts dans un monde qui est quand même encore assez masculin. Est-ce que ce regard de femme qui est le vôtre a changé la manière dont Dekra France, en tout cas, fonctionne ?
Oui, le milieu effectivement automobile est encore genré, hein, c'est quand même plutôt un milieu très, très masculin. Quoi qu'on a des contrôleuses aussi dans le poids lourd et dans les véhicules légers, donc on tend à féminiser, mais c'est compliqué parce qu'il faut déjà aller voir dans les écoles, dans les milieux techniques et formations techniques, ce sont plutôt des hommes. Mais si en 14 ans j'ai pu accéder, venant pas forcément du monde de l'automobile, à ces postes, ça montre aussi comment le groupe a une capacité à faire confiance dans les compétences et non pas forcément dans le genre. Ça change beaucoup aussi vis-à-vis de nos affiliés, de nos collaborateurs masculins, parce que finalement l'acceptation, elle est de toutes parts. Elle n'est pas seulement l'entreprise qui vous confie une mission et des responsabilités, il faut aussi être bien accueilli et légitimé par ceux qu'on est amené soit à encadrer ou avoir une relation de partenariat ou de client-fournisseur. C'est vraiment l'élan du groupe. Je voudrais qu'on parle juste des connexions. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de lâcher le volant ? Est-ce que vous avez une passion ? Est-ce que vous avez un hobby ? Alors, j'ai plusieurs passions. J'en ai une, c'est le sport déjà. J'essaye dans la semaine, et puis surtout le week-end, mais dans la semaine aussi, de trouver des petits moments suspendus pour faire du sport. Donc, je fais de la course à pied, je fais de l'aquabike. Donc, voilà, de façon plutôt intensive. Hein. Donc, j'ai arrêté de faire des marathons, mais je cours l'équivalent d'un SMI le week-end. Alors, pas tous les week-ends. J'ai besoin aussi de faire d'autres activités. On a des semaines quand même qui sont assez intenses. Mais le sport est important, c'est un peu mon sas de décompression. Et puis sinon, j'adore bricoler. Parce qu'au quotidien, je suis dans un métier où je regarde des chiffres, des fichiers Excel, et puis où je discute de stratégie et de concepts. Le bricolage me permet de voir avec mes 10 doigts des créations concrètes. Donc j'adore bricoler. Après avoir parlé un peu de vous et de Dekra en général, parlons de votre client principal, l'automobiliste. Dekra, c'est un géant mondial, on le sait, mais pour le Français qui dépose sa voiture dans l'un de vos centres, c'est souvent un peu une contrainte, une obligation réglementaire. Comment est-ce que vous avez réussi à transformer cette contrainte du contrôle technique en une véritable expertise qui va rassurer cet automobiliste ? Déjà, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que Dekra a eu 100 ans l'année dernière. Donc, ça montre aussi un peu la pérennité de notre groupe et la solidité. En France, on est présent depuis les années 89, avec l'obligation du contrôle technique qui a été instaurée en 92. Donc, vous voyez, ça fait plus de 30 ans que nous sommes présents en France. Le fait d'avoir une double gestion, à la fois en affiliation sur les véhicules légers et aussi avoir des centres en propre dans le poids lourd comme les véhicules légers, c'est-à-dire qu'on a une parfaite connaissance de ce qu'est être un opérateur de contrôle technique. On n'est pas seulement un réseau. Et ça, c'est important. Ça nous confère toute notre légitimité et notre connaissance. Sur les 30 millions de contrôles techniques qui sont faits en France, qui ont été faits l'année dernière, nous on en a fait plus de 7 millions. Et puis les chiffres le démontrent, le parc vieillit en France, il a presque 13 ans. Donc ça montre aussi que plus on entretient son véhicule et plus on le maintient et plus on fait son contrôle technique, plus on peut le garder plus longtemps en bon état de marche et avec tous les organes de sécurité. Je comprends que parfois, il y a quelques émotions, quelques freins de la part des automobilistes pour venir faire leur contrôle technique. C'est très français. Quand j'en discute avec mes collègues des autres pays, il n'y a pas tout à fait cette même attitude. Et pour autant, on vient tous les 2 ans. Ça permet aussi de garder son véhicule plus longtemps, en bon état de marche. Et ça préserve quelque part le pouvoir d'achat. Comment Dekra accompagne l'automobiliste qui aurait peur que demain, sa voiture ne réponde plus aux normes ? Écoutez, nous déjà, on contrôle tous les véhicules, quelle que soit leur énergie. On contrôle tous les véhicules, les hybrides, les électriques aussi. Il y a quelques années, ils représentaient à peine 1% des contrôles techniques. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4% des véhicules contrôlés. Donc, on a cette compétence de toute façon de pouvoir contrôler la pluralité du parc qui est très hétérogène. D'autant plus que chaque année, tous nos contrôleurs ont ce qu'on appelle un maintien de qualification qui permet de les mettre à niveau sur les évolutions technologiques des véhicules et puis sur les règles de l'art aussi au niveau du contrôle technique. Donc finalement, quel que soit le véhicule, si on l'entretient bien, si on est vigilant aussi sur les remarques qui peuvent être faites lors d'un contrôle technique, puisqu'on parle beaucoup des défaillances majeures et critiques qui amènent une contre-visite, mais on parle moins des défaillances mineures qui sont notées sur un procès-verbal, qui ne donnent pas lieu à une contre-visite. C'est un peu l'axe préventif du contrôle technique qui vous dit attention, il faut contrôler tel ou tel organe, ou faire réparer ou regarder avant que ça casse, avant que ça devienne trop coûteux. Donc vous voyez, cet acte de prévention, on en parle peu, et pourtant, c'est ce qui permet aussi d'assurer ou de réassurer les automobilistes. Comment ça se définit le budget du contrôle technique ? Les prix sont libres en France. Donc, chaque centre de contrôle technique définit son prix auquel il veut vendre. Alors, on sait qu'il y a des points de repère quand même, il y a des points de comparaison d'un centre à l'autre. Il y a la concurrence locale aussi qui peut intervenir. Ce qu'on retrouve quand on est dans un centre de contrôle technique, donc il y a un gérant indépendant, il va regarder sa masse salariale, son emprise foncière, le loyer, qui sont en général les 2 plus gros postes. Bien sûr, d'autres postes de fonctionnement qui sont l'équipement et la formation. Quand il y a des évolutions réglementaires ou des nouveaux équipements, il y a le coût de la main-d'œuvre. Un contrôle technique dure en moyenne 35-40 minutes. Quelle est la vision de Karine Bonnet, présidente de Dekra France, pour les 3 ans à venir ?
Il y a toute cette grande discussion sur la nouvelle directive européenne qui devrait amener encore plus de contrôle sur la partie émissions polluantes, sur l'environnement. Quand on parle de sécurité, je ne parlais pas que de sécurité routière, on parle aussi de sécurité de la santé, physique ou psychologique. Également aussi, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle aussi, électronique embarquée. Donc, il va y avoir des grands changements et on travaille d'ores et déjà dessus avec DEKRA. On a des laboratoires en Allemagne et dans le sud de l'Espagne. Donc, on essaye d'anticiper toutes ces évolutions, que ce soit avec les crash tests ou d'essayer de trouver des équipements ou de travailler de concert avec les constructeurs pour faire en sorte d'avoir des équipements qui permettent de contrôler après, avec le contrôle des fameux ADAS dont on parle souvent, donc ces aides à la conduite pour la sécurité. Et alors du coup, on pourrait parler presque du futur avec les voitures autonomes ? Oui, bien sûr. On a dans le sud de l'Espagne, à Malaga, reconstruit une ville entière, un peu comme dans des décors de cinéma. Ouais, c'est très sympa. On teste sur des parcours, tous ces véhicules se comportent. Il faut aussi que toute l'informatique puisse communiquer entre elles, que ce soit entre les véhicules eux-mêmes, entre les autres véhicules, ce qu'on appelle les objets connectés, ou aussi les infrastructures routières. Donc il y a tous ces tests qui permettent aussi bien de préfigurer demain, voire après-demain. J'aimerais que l'on parle de recrutement aussi. Est-ce que chez DEKRA France, vous avez la même problématique que dans le reste de la filière automobile ? Et que proposez-vous ? Dans les centres de contrôle technique, on a depuis 2018 une pénurie de contrôleurs qui est assez récurrente. Les prérequis ont été réévalués avec un bac professionnel. Donc effectivement, la source, ça s'est un petit peu tari parce que dans les reconversions professionnelles, des gens qui étaient déjà dans le monde de l'automobile, les mécaniciens, ils étaient souvent détenteurs d'un CAP ou d'un BEP, mais pas toujours d'un bac professionnel. Donc ça a tari un petit peu cette source. Pour contrebalancer ça, donc on a aussi un organisme de formation pour former les nouveaux entrants par ce qu'on appelle des formations initiales ou pour ce fameux maintien de qualification, ce qu'on appelle un titre professionnel, un diplôme certifié au ministère, donc qualifiant, qui s'adresse justement aux professionnels déjà dans l'automobile, qui n'ont pas de bac professionnel, mais qui sont détenteurs d'un CAP ou d'un BEP ou d'au minimum 3 ans d'expérience dans le monde de l'automobile. Ils peuvent quand même accéder. Et puis on fait surtout beaucoup de visites dans les lycées professionnels, dans les collèges, pour expliquer aux corps enseignants, pas seulement qu'aux jeunes, mais aussi aux corps enseignants, quel est le métier du contrôle technique, parce que c'est un métier qui est mal connu, et pourtant il a plein d'avantages. Karine Bonnet, présidente de DEKRA France, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin avec le sourire quand on travaille chez DEKRA ? C'est les valeurs propres à notre groupe qui sont des valeurs réelles. Et la sécurité, on contribue à sauver des vies. Je ne vais pas nous comparer au monde des médecins et des chirurgiens auxquels j'ai beaucoup de respect, qui bien sûr, eux, sauvent des vies au quotidien. Nous, je veux dire, on y contribue à effectivement faire en sorte que nos routes soient les plus sûres possibles. Donc rien que la mission première de DEKRA, pour moi déjà, ça me fait me lever le matin avec le sourire. Et puis de retrouver aussi des collaborateurs et collaboratrices qui sont fortement engagés. Tous, on est amenés à travailler avec cette volonté de servir notre mission, de travailler pour la sécurité routière et la protection de l'environnement. Merci beaucoup Karine Bonnet. Merci Laurence, à bientôt. Flux libre avec Suzuki. Quand on conduit, il faut savoir prendre des pauses. Alors je vous propose de déconnecter. Coupons le moteur, on s'invite à la table d'une véritable institution française, direction la Bourgogne, et l'on s'arrête à la Côte-Saint-Jacques. Bienvenue à Joigny. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'Escapade. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Laurin. Bonjour, je m'appelle Alexandre Bondou. Notre escapade s'arrête à la Côte-Saint-Jacques, une bâtisse qui est posée sur les bords de l'Yonne, à Joigny, fondée par Marie Laurin en 1946. Jean-Michel Laurin, bonjour. Bonjour. Et le neveu. Tout à fait, bonjour. Vous, Jean-Michel, vous êtes venu à la cuisine automatiquement parce que la famille était déjà dedans ? Oui, je suis tombé dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Et donc, je vivais dans cette maison, je l'ai vu grandir, évoluer. Et c'est tout naturellement qu'après mon bac, j'ai décidé de commencer par un apprentissage de cuisine chez Trois Gros, à Roanne. Et puis ensuite, Taïwan, à Paris. Ensuite, il y a eu l'armée, parce que ça se faisait encore à l'époque, pendant 1 an. Et puis chez Freddy Girardet, en Suisse, avant de revenir à la Côte-Saint-Jacques, définitivement, en 1983. Alexandre, vous êtes donc le neveu, Alexandre Boudou, de Jean-Michel. Vous aussi, c'est une histoire de famille, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN ? Oui, tout à fait, c'est un peu pareil. Je pense que quand on vient d'une famille de restaurateurs, il y a 2 options. Soit on est piqué, soit on ne veut pas en entendre parler. Bon, moi j'ai été piqué, donc pareil, sorti du collège, j'ai directement basculé sur un apprentissage en cuisine également. Voilà, donc moi j'étais chez Nicolas Isnard, donc il y a une étoile. Après, je suis parti pas mal à l'étranger. Je fais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un petit peu à Bangkok également. Et en revenant, j'ai donc été à la Cabre d'Or au domaine de Baumanière, à Lyon, que chez Christophe Four, qui a 2 étoiles. J'étais son second pendant un peu plus de 2 ans. Et puis, je suis revenu là il y a maintenant 8 ans.
2 étoiles à la Côte-Saint-Jacques. Quand on parle de gastronomie ou de cuisine, Jean-Michel, c'est quoi l'émotion qui vous vient ? Déjà, la création d'un plat, c'est notre ADN et c'est ce qui nous fait vibrer. C'est le partage, parce que créer des plats, c'est bien. Le pied, si on peut dire, c'est de pouvoir les partager, de voir nos clients heureux avec les plats qu'on a pu créer au fil des saisons. Vous avez passé les rênes, Alexandre, ou pas complètement ? Alors bien sûr, en cuisine, c'est Alexandre qui est le seul maître à bord. Moi, je donne mon avis et ensuite, c'est lui qui décide. Après, la Côte-Saint-Jacques, c'est toujours mon entreprise. Donc pour l'instant, c'est toujours moi qui la dirige. Mais le but du jeu, c'est de continuer l'histoire et que Alexandre puisse reprendre cette maison dans les toutes prochaines années. Alexandre, mon petit doigt m'a raconté que quand vous rentriez de l'école, tout de suite vous rentriez à la maison faire des gâteaux. Déjà petit, c'est vrai ? Qui vous a dit ça? Oui, c'est vrai que j'aimais bien. En fait, nous, Michel, mon grand-père, il a fondé 2 établissements. Donc la Côte-Saint-Jacques et le Rive Gauche qui est en face. Et donc c'était tenu par ma maman. Voilà, et donc on habitait là-bas aussi. Et c'est vrai que l'après-midi, en rentrant de l'école, souvent j'allais, quand j'étais tout petit, en pâtisserie. Et, on mettait une marmite à l'envers pour que je sois à hauteur, que je grimpe dessus et que je sois à hauteur du poste. Et je faisais des tartes aux pommes. Voilà, j'aimais bien la pâtisserie à l'époque. Qu'est-ce qui se passe sur la carte de la Côte-Saint-Jacques, 2 étoiles Michelin, sur ce début de printemps ? C'est un moment que j'aime bien. Quand on sort de l'hiver, on en a toujours un petit peu marre quand même des légumes racines et tout ça. Et là, la nature reprend vie et avec elle, beaucoup de belles choses. On a les asperges qui démarrent, les petits pois, les fèves. Voilà, donc j'aime bien faire des assiettes printanières, florales, très vertes. Voilà. Allez, un plat, le plat du printemps. Asperges et sabayon café. Voilà. Ici, on travaille aussi beaucoup avec, évidemment, que des produits frais. Le local ? Le local le plus possible. On a un jardin potager. On essaye de tirer de ce jardin le maximum de belles choses. Après, on a le marché de Joigny également. Très, très beau marché. Le mercredi, mais surtout le samedi. Et on a quelques producteurs locaux, bien sûr. On ne s'interdit pas et on va chercher sur notre terroir français. Bon, on va chercher les poissons en Bretagne, l'agneau dans les Pyrénées, voilà. Mais dès qu'on trouve un producteur qui est proche de chez nous, on n'hésite pas. Et si c'est un producteur de qualité, on travaille avec. On pourrait peut-être en citer un ? Oui, au-delà des maraîchers, on a la ferme de Crisenon qui produit des ombles magnifiques ou des très belles truites. Nous, on a arrêté le saumon fumé. On fait maintenant de la truite fumée. Puis là, je suis en train de travailler justement un plat autour de l'omble qui vient de chez Guillaume aussi. Et donc le groupe, ce sera bien 21 îles. Il y aura 20 homards, 1 lieu et 21 bœufs. Oui. 20 saignants, 1 bien cuit. Alexandre, vous amenez une cuisine peut-être plus contemporaine, mais c'est pas pour ça qu'on met de côté les classiques de la maison ? Non, tout à fait. La maison, elle a une âme, elle a une histoire. Il faut la préserver. Voilà. La cuisine, elle évolue. La Côte-Saint-Jacques évolue avec elle. J'aime à garder des plats signatures de la maison, des plats de papy, des plats de Jean-Michel, bien sûr. Ouais. Lesquels ? Ceux de papy, il y aurait la poularde de Bresse à la vapeur de champagne. Et puis, si je dois en citer un de Jean-Michel, ce sera l'île flottante au caviar avec crème Réfort. Mais dites donc, quand on parle de cuisine, Jean-Michel, on parle de vin aussi. Il paraît que la cave de la Côte-Saint-Jacques est assez incroyable. On a une cave qui fait la part belle à la Bourgogne. Joigny fait bien partie de la Bourgogne, c'est la porte de la Bourgogne. On fait la part belle bien sûr à Chablis qui est juste à côté de chez nous. On a les vins aussi à Joigny, les vins de la Côte-Saint-Jacques. Il n'y a pas un bistrot aussi ? C'est ce que j'allais dire justement, c'est que si on a quelqu'un qui roule et qui veut s'arrêter à Joigny et qui veut choisir la Côte-Saint-Jacques, on peut lui offrir aussi bien une cuisine 2 étoiles qu'une cuisine de bistrot. Le bistrot des générations qui met en avant toutes ces créations qui ont été faites au fil des années, que ça soit par papa, par moi et maintenant aussi par Alexandre. Alors évidemment, quand on parle de la Côte-Saint-Jacques, on pourrait parler de la cuisine tout le temps, mais il y a aussi la maison qui reçoit les chambres, l'hôtel, 5 étoiles. C'est un tout, bien sûr. Quand je suis revenu à la maison en 83, la carte majeure, c'était le restaurant. Il y a beaucoup de clients qui faisaient l'aller-retour de Paris uniquement pour déjeuner et qui repartaient après le déjeuner. Les gens, aujourd'hui, veulent une expérience globale. Et donc, il faut leur offrir des belles chambres, une belle cuisine, bien sûr, le service, l'accueil, le spa et également l'environnement qui est très important et tout ce qu'on peut offrir autour de chez nous. Donc ça, c'est le domaine de mon épouse, Karine, qui est responsable de tout l'hébergement, avec l'épouse également d'Alexandre, Solène. C'est vrai que la famille, c'est très important, vous l'avez compris, on a une maison familiale. Quel regard, Alexandre, vous posez pour conclure sur cette très belle histoire de transmission de famille ?
Je dirais avant tout que c'est quand même malgré tout une chance, puisque évidemment j'ai un outil de travail qui est magnifique, une maison qui me permet de m'exprimer. J'ai quand même beaucoup de chance. Merci à tous les deux, Jean-Michel, merci Alexandre. La Côte Saint-Jacques, une adresse qui se mérite, une histoire qui se déguste. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Flux libre avec Suzuki. Nous voici arrivés à la fin de ce 9e épisode de Flux libre. Un grand merci à tous nos invités qui nous ont accordé leur temps et leur passion, et surtout également à vous qui chaque semaine êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Cet épisode est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, mais également sur YouTube. Si ce numéro vous a plu, ne gardez pas ces informations pour vous, partagez cet épisode au maximum autour de vous, parlez-en et commentez. On se donne rendez-vous très vite pour l'épisode numéro 10, pour de nouvelles aventures et d'autres grands entretiens. D'ici là, bonne route à tous et soyez prudents. Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.